criminologue de renom, enseignant et consultant auprès d'institutions publiques et privées, Xavier Hofer publie « À qui profite le djihad » aux éditions du Cerf, et il est bien évidemment notre invité. Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Et avant même de commencer notre discussion et notre entretien, un rappel, vous pouvez commander cet ouvrage sur la boutique de TV Liberté. Vous trouvez cette boutique sur le site tvliberté.com. Xavier Hofer, vous rappelez dans cet ouvrage en exergue de votre propos que la France a vécu une vague terroriste moyen-orientale dans les années 80 qui s'est arrêtée net et plusieurs décennies plus tard, le chaos terroriste a repris notamment avec Charlie Hebdo et le Bataclan. Vous réfutez-vous la thèse d'actes isolés, de déséquilibrés, on entend souvent cela, ou de drogués? Il y a pour vous un commanditaire, un décideur au sommet. Alors, ce n'est pas uniquement le cas dans cette histoire-là. La règle absolue et sans exception, je n'en connais pas une seule. J'ai naturellement discuté de ça avec nombreux experts officiels, avec des collègues, etc. Au Moyen-Orient, c'est-à-dire dans la zone qui, en gros, va de la Libye à l'Iran, tout groupe terroriste qui apparaît, ou qui apparaît spontanément ou par scission avec un autre, etc., et qui n'est pas récupéré dans les 6 mois qui viennent par les services de renseignement, la police d'un des États de la région, disparaît. La seule forme de terrorisme durable et vivable au Moyen-Orient, c'est le terrorisme d'État, encore aujourd'hui. Or, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire au moment où il y a eu les attentats du 11 septembre. Vous avez eu ce choc formidable éprouvé par la planète entière, et d'autant plus que l'Amérique s'est exporté ses images, donc toute la planète a vu les tours en train de s'effondrer. À ce moment-là, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire, non seulement dans la tête des dirigeants, mais dans la tête de l'opinion internationale. Le terrorisme d'État a disparu. On n'a plus pensé qu'à Bin Laden, Oussama Bin Laden, et à Al-Qaïda. Or, en réalité, par en dessous, le terrorisme d'État continuait, il continue, il perdure. C'est la manière de faire la guerre au Moyen-Orient depuis l'Antiquité. Si vous voulez, je vous dirais la première trace de stratégie indirecte qu'on trouve dans l'Antiquité. Il n'y en a pas naturellement plus d'une, mais une des plus notables. Et voilà. Donc, à partir du moment où des actes nous ont frappés, d'abord dans la décennie 80 vers 84, 85, 86, 88, et après ça, encore récemment, le Bataclan, etc., j'ai pensé qu'il fallait rappeler quelles étaient les normes et les règles du terrorisme au Moyen-Orient. Il y a des règles aussi précises que, alors bien entendu, les règles n'impliquent pas qu'on connaît l'issue de la partie. Quand vous regardez un match de football ou de rugby, vous connaissez les règles du football ou du rugby, vous ne savez pas qui va gagner le match au bout du compte. Mais il y a des règles. Ces règles-là existent et le fait de les ignorer nous met en danger, car quand une situation n'a pas été diagnostiquée précisément, elle peut se reproduire. Si des gens voient que vous n'avez rien compris à ce qui vous est arrivé, ils peuvent être tentés de recommencer. Donc le livre en question, c'est ça, montrer quelles sont les normes, montrer quelles sont les règles de ce qu'on appelle, et ce que j'appelle dans le livre la stratégie indirecte, frapper l'adversaire de manière indirecte et pour lui faire comprendre quelque chose, qu'on est d'accord ou pas. Et voilà comment le livre en question a été préparé. Avant de passer au terrorisme dans les années 2015-2016, en France, en Belgique notamment, revenons à ceux de 1980, vous dites qu'il y a eu un bouton marche-arrêt, c'est-à-dire que d'un seul coup, ça s'est arrêté. Bien entendu. Regardez le chaos apparent de la guerre du Liban. Il y avait des attentats, il y avait des prises d'otages, il y avait des scissions au sein des groupes terroristes. On n'y comprenait plus rien. Abou Nidal, Abou truc, après machin. Et en réalité, c'était beaucoup plus sous contrôle qu'il n'y paraissait, car à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Non seulement vis-à-vis de la France, mais mondialement. Un jour, Bush, le père, qui était à ce moment-là président des États-Unis, c'était avant que ne débute immédiatement la première guerre contre l'Irak, qui avait envahi le Koweït, eh bien à ce moment-là, le père Bush, donc Bush le père, a appelé l'homme qui était le dictateur de la Syrie à ce moment-là, Hafez el-Assad, le père du président, de l'actuel, qui s'appelle Bachar al-Assad, et il lui a dit, c'est plus vous le méchant, le méchant, c'est Saddam Hussein, c'est lui qu'on va combattre dans les temps qui viennent. Et donc, alors il ne l'a peut-être pas dit exactement, mais le discours revenait à ça. Et dès que Bachar Hafez el-Assad a compris qu'il n'était plus menacé, qu'on ne risquait pas de lui prendre son pouvoir, etc., dans la matinée même, la guerre civile du Liban s'est arrêtée, au coup de sifflet. Plus un coup de feu tiré dans la région pendant 17 ans.
Voilà, c'est ça. C'est ce qui montre que sous un chaos apparent, il y a de l'ordre, il y a des commanditaires, il y a des donneurs d'ordre, et pourquoi ne pas étudier cette hypothèse dans le cadre de ce qui nous est arrivé au Bataclan et ailleurs, quoi. Et regardons cette hypothèse. Vous avancez dans ces affaires de France et de Belgique, dans cette même période 2015-2016, vous avancez le fait que l'islamisme armé, sur ces 10 dernières années, disposait à ce moment-là d'un effectif sans précédent dans l'histoire du terrorisme en France, dans toute sa durée. Bien sûr, évidemment. Ce qui s'est passé lors des attentats du Bataclan, la préparation, la logistique, l'exécution, les planques, la fabrication des explosifs, la location des voitures, on a affaire à une opération énorme. Elle part du fin fond de la zone de Syrie-Irak et elle arrive jusqu'à la banlieue parisienne en passant par la Belgique, en passant par toute la péninsule des Balkans, en passant par la Hongrie, en passant naturellement à travers l'Allemagne, en arrivant en Belgique et après ça en frappant dans la région parisienne. Une des planques les plus connues est celle de Saint-Denis, à côté de Paris, où des terroristes, après le Bataclan, ont finalement été tués 2-3 jours après. Une opération en question implique plus de 150 personnes. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les actes de justice. Vous avez des procès qui sont en cours, en préparatif à l'heure actuelle. L'un d'entre eux, si tout va bien, Covid permitting, comme disent les Anglais, aura lieu à la rentrée de 2021. Eh bien, quand vous lisez les réquisitoires en question, vous avez plus de 150 noms. C'est une opération très lourde. Jamais le terrorisme à l'œuvre en France depuis la fin des guerres coloniales n'a mobilisé plus de quelques dizaines d'individus, 30, 40, comme ça, que ce soit l'OAS Métropole, que ce soit, après ça, Action Directe, que ce soit l'ETA sur le sol français qui avait juste 1 ou 2 commandos, etc. Donc l'ampleur de cette attaque est proprement inouïe. Est-ce que le commanditaire, c'est celui qui revendique l'attentat ? Mais il n'y en a pas dans l'islam. L'islamisme ne revendique jamais les attentats. Même après le 11 septembre, que dit Oussama Bin Laden? Il se félicite que des bons musulmans aient montré à l'Amérique une bonne leçon, etc. Mais de même, les gens ignorent, quand je dis qui profite le djihad, mais qu'est-ce que c'est que le djihad? Le djihad, dans l'islam sunnite, c'est un acte volontaire de la part du croyant. Personne, le prophète lui-même, ne peut pas imposer à un croyant d'entrer dans le djihad. C'est une décision qui vient du cœur. C'est la décision d'entrer dans l'action. Pas uniquement terroriste, le fait de faire un régime, pour maigrir, par exemple, c'est aussi une forme de djihad. On s'efforce, on va dans une direction, on prend la décision de... Cette décision, elle est volontaire. Oussama Bin Laden ne commande pas à l'IRA ou à l'ETA. Il a en face de lui des individus qui l'obéissent parce qu'il a prêché, qu'ils ont reçu son message, mais à chaque instant, ils peuvent s'en aller. Ils peuvent quitter ou passer au service de quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle, dans cette forme de terrorisme, il n'y a jamais de revendication à proprement parler. On remercie Dieu que l'infidèle ait été frappé, mais on ne dit pas « l'armée républicaine irlandaise revendique l'attentat contre les forces de la couronne britannique, blabla, etc. » C'est pas le même monde. Ça nous amène bien évidemment à une entité, c'est celle de l'État islamique. Qu'est-ce que structurellement que l'État islamique? Quelle est sa nature? Quelle est son origine? On aimerait bien le savoir parce qu'en réalité, ça ne correspond à rien. C'est une histoire vraiment de fou, d'un bout à l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un groupe terroriste au Moyen-Orient? C'est 300 individus avec des kéfiers sur la tête et puis des kalachnikovs. À un moment donné, songez que l'État islamique, quand il apparaît de rien, la semaine d'avant, on ne connaissait pas son nom. Alors à ce moment-là, c'était l'ennemi s'appelait à ce moment-là l'État islamique dans la zone des 2 rivières, c'est-à-dire dans la Mésopotamie, ce qui signifie aussi entre les 2 rivières. Eh bien, quand cet ennemi-là apparaît, il apparaît soudainement, en 2014, et brutalement, il envahit, c'est grand l'Irak, le tiers nord de l'Irak et une partie de la Syrie, et à ce moment-là, me dit quelqu'un qui est très proche du sommet du pouvoir, à l'époque, ministre, l'État islamique dispose de plus de chars d'assaut, de plus de blindés, de plus de véhicules blindés que l'armée française. La nôtre, une des 4 ou 5, 6 principales armées du monde, vous vous rendez compte? Alors c'est quelque chose de bien plus formidable et dangereux que, naturellement, un simple groupe terroriste. Et ce groupe en question, cette entité, cet objet terroriste non identifié, ne se conduit pas du tout comme un groupe terroriste. Un groupe terroriste
Il attaque, il frappe et il se replie, il se cache. Là, ils affrontent militairement, char d'assaut contre char d'assaut, fusée contre fusée, pendant des années, parmi les principales armées du monde. L'armée américaine, les milices chiites en Irak qui comptent des centaines de milliers d'hommes. Et donc, vous vous rendez compte que c'est quelque chose de tout à fait formidable. Plus, le groupe en question est capable de monter des opérations à l'étranger. La preuve, c'est ce qui nous est arrivé en novembre 2015, le Bataclan, etc. Donc c'est quelque chose d'assez singulier dans l'histoire du terrorisme. Ça ne ressemble à rien d'autre vu auparadant. C'est pas un banal groupe terroriste. Non, pas du tout. Alors, la singularité provient du fait que ce truc non identifié s'appelle l'État islamique, mais quand on prend la direction, la tête, les 50 du sommeil, il n'y a pas un islamiste dedans. C'est tous des militaires, des colonels ou des généraux de l'armée de Saddam Hussein. Un très haut responsable du renseignement irakien, qui est un homme qui a de l'esprit, m'a dit l'État islamique, c'est l'armée de Saddam avec un sivak et des turbans sur la tête. Les sivaks, c'est les choses avec lesquelles les islamistes se brossent les dents, comme le prophète, ou c'est les petits bâtonnets qu'on trouve d'ailleurs en Afrique, au Moyen-Orient, qui servent à se nettoyer les dents. Alors il dit, l'État islamique, c'est l'armée de Saddam avec des sivaks et des barbes et des turbans sur la tête. Voilà. Donc c'est un truc très bizarre. Ça sent très fort l'opération mercenaire, si vous voulez. C'est-à-dire que, si je comprends bien, c'est l'armée de Saddam au chômage, qui ne peut plus rien faire, qui n'a plus les prébendes, qui n'a plus le salaire, et donc il faut se reconvertir. Et on choisit cela comme ça, vous voyez, c'est un créneau commercial ou c'est parce qu'il y a une manipulation? Alors, au départ, c'était sans doute l'idée de se venger de ce que leur avaient fait subir les Américains en les envahissant. On ne peut pas les affronter sur le champ de bataille, ok, on va faire autrement et on va créer. Alors ça, c'est en gestation pendant des années. Les individus se retrouvent dans des camps où les Américains les ont mis quand ils ont envahi l'Irak, ils commencent à comploter entre eux. Puis dans les camps, il y a aussi des islamistes, donc ils s'approchent d'eux, ils pensent que ce serait peut-être une bannière positive pour eux, plus que des militaires au chaume dû, etc. Donc ils se réunissent tous ensemble, mais à un moment donné, ce qui explose au grand jour en 2014 n'a rien à voir, il y a une différence d'échelle, si vous voulez. C'était auparavant, on parlait de ces petits groupes islamistes sunnites en Irak comme des minables, des quelques dizaines d'individus qui étaient dans l'amertume parce qu'ils avaient perdu la bataille, etc. Et que chez eux, naturellement, en Irak, les musulmans chiites sont majoritaires. Donc, plus du tout, c'est une armée constituée qui est capable de mener des batailles de chars. Vous savez, c'est très difficile. Il faut avoir fait un état-major. Il faut coordonner les tirs des canons avec les tirs des blindés. Autrement, vous tirez sur vos propres chars. Donc, c'est pas à la portée de n'importe qui. Et ça, c'est ça l'État islamique. C'est beaucoup plus qu'un groupe terroriste de base, comme tous ceux qu'on a connus depuis un demi-siècle au Moyen-Orient. Et vous le racontez bien dans l'ouvrage, attaché au Coran, pas forcément énormément. Non. Ces gens-là, sous les déguisements, sont des laïcs. Vous savez, l'Irak de Saddam Hussein, c'était un peu fliqué sur le modèle de l'Allemagne de l'Est. Il y avait une police secrète pour surveiller les autres, quoi. Donc, quand ces gens-là sont partis dans la clandestinité, leurs dossiers qu'ils avaient en tant que militaires, qui étaient très surveillés, bien entendu, ont été retrouvés. Le pays avait été envahi. Après ça, il y avait des Américains. Il y avait aussi, par ailleurs, des forces spéciales de divers pays qui agissaient. Donc, des dossiers ont été récupérés. On voit très bien qui sont ces individus avant de s'engager dans l'État islamique. Ce sont des gens qui sont laïcs. On voit des photos dans leur dossier où ils sont avec leur épouse qui a les cheveux découverts sur les épaules, pas comme une bonne musulmane, et puis ils sont en train de trinquer en buvant une bière ou un coup de vin, etc. Ce sont des gens où on sait très bien ce que c'est qu'un chef islamiste. Un chef islamiste, il a sa légende, on la connaît. Il a appris le Coran par cœur très jeune. Après ça, il a été combattre les infidèles sur les champs du djihad. Un chef islamiste, c'est Oussama Bin Laden, qui a renoncé à sa fortune pour combattre les infidèles. Là, c'est pas du tout ça. On a affaire à des individus dont le profil est totalement différent. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire en Irak et en Syrie, concrètement ? À ce moment-là, bien entendu, dans un premier temps, ils chassaient les pouvoirs en place qui ne sont pas, eux, tenus par des Arabes sunnites, soit que ce soit des Kurdes au nord de l'Irak, que ce soit des musulmans chiites au sud de l'Irak. Donc ils veulent s'imposer et créer au moins un califat, une principauté arabe sunnite en Irak, et faire la même chose dans la partie de la Syrie qui n'est pas encore, qui n'est plus entre les mains de la minorité au pouvoir en Syrie, c'est-à-dire
une sorte d'hérésie de l'islam qui s'appelle les Alaouites. Voilà, ils essayent de se faire un royaume sur terre, si vous voulez. Mais en même temps, ils subissent des influences. On voit qu'ils sont aidés par les uns, soutenus par les autres. Et tous les États de la région jouent à ça, tous. On va voir ça. Alors cet État islamique, il a quand même été combattu, il a pris des coups violents sur tous les continents où il s'était implanté. Est-ce qu'on en est débarrassé de cette menace de l'État islamique ? On n'est jamais, vous savez, dans la vie, on n'est jamais débarrassé de rien. On est débarrassé de quelque chose quand on a réussi à l'éradiquer. À partir du moment où il reste 5 petits flacons dans le monde avec le bacille de la variole et qu'il n'y a plus aucun malade de la variole sur la planète, on peut dire que c'est éradiqué. Mais c'est très difficile d'en arriver là. Aujourd'hui, sous sa forme para-étatique ou pseudo-étatique, l'État islamique a disparu. Ça reste une entité dont, naturellement, les services de renseignement existent toujours. Pourquoi ? Parce que c'était les premiers à savoir que l'ennemi arrivait, donc ils ont pu se cacher. Ils ont pu savoir quand les chiites arrivaient du sud vers le nord en Irak, quand les Américains et leurs alliés arrivaient, et les Russes arrivaient sur les champs de bataille en Syrie, etc. Donc eux, sans doute, ont survécu. À l'heure actuelle, que font-ils au service de... Qui sont-ils ? Sont-ils autonomes de leur pensée ou dépendent-ils de l'aide de quelqu'un ? Il faudrait travailler plus pour le savoir pleinement. Et c'est d'autant plus important que tant qu'on ne sait pas ça, ça risque de recommencer. C'est un des sens de votre ouvrage. Bien sûr. Dans un chapitre important, vous rappelez que la guerre, je vous cite, est un phénomène culturel. La guerre au Moyen-Orient reste un phénomène mal compris des élites européennes, civiles et militaires, parce que nous ne prenons pas en compte la logique de la stratégie indirecte. Vous avez évoqué d'ailleurs ce terme à l'instant. Vous parlez de logique non contradictoire, flexible de la stratégie indirecte. Ça mérite une explication. Oui, vous savez, beaucoup de minorités dans la région du Moyen-Orient sont maintenant au pouvoir. Les chiites en Iran, ce qu'on appelle les alaouites en Syrie, vous avez des minorités ethniques comme les Druzes, sectaires comme les Druzes, ou ethniques comme les Kurdes. Et ces minorités-là ont souffert énormément pendant des siècles de la puissance écrasante de l'islam majoritaire sunnite, et donc ils ont trouvé des moyens de se défendre contre ça, c'est-à-dire de s'allier avec ses pires ennemis simplement pour survivre. Et donc au cours des siècles, c'est devenu la stratégie indirecte, et ça permet à des minorités qui se sentent en danger de frapper l'adversaire sans en être soupçonnées. La stratégie indirecte, on apprend ça aussi à Saint-Cyr Coët-Quidan. Bien entendu, ce n'est pas une invention du Moyen-Orient, mais là où ça a été le plus perfectionné, où c'était le plus appris, où c'est le plus efficacement joué, eh bien, c'est au Moyen-Orient. Et donc, c'est cette stratégie indirecte-là auquel les dirigeants de nos pays, civils et militaires, ne comprennent pas grand-chose. J'explique là-dedans pendant un chapitre entier ce que c'est que les Alaouites syriens. Personne ne le sait en France. Personne, y compris même à l'Élysée ou dans des endroits où quand même on envoie des avions survoler ce pays, on l'a bombardé à plusieurs reprises, on ne sait pas ce que sont ces dirigeants et ce qu'ils veulent. Donc il faut être très attentif à ça, la guerre est un phénomène culturel. Je vais vous le prouver, et ça intéresse toute la région. Quand j'étais professeur à l'école de guerre sur les affaires du Moyen-Orient et le terrorisme, je lisais comme première leçon aux militaires qui étaient en face de moi, un texte où je disais, vous voyez, dans la région, on fait ça depuis longtemps. Et le texte en question comportait les mots terreur, montrait que les choses se déplaçaient d'une ville à l'autre, comment ça s'était enclenché. Et ce petit texte qui fait un paragraphe se terminait par ces mots, et c'est ainsi que de ville en ville, la terreur et la guerre civile se répandirent dans toute la Grèce. Les gens levaient la main en disant « Non, monsieur, vous voulez dire le Liban ?» Je dis « Pas du tout, c'est extrait de la guerre du Péloponnèse de Thucydide. » Voilà, 25 siècles, dans la Méditerranée orientale, ce qui est aujourd'hui la Grèce, les gens se faisaient déjà la guerre de la même façon. Donc ce sont des critères qui sont très profondément implantés. Et c'est ça qu'il faut savoir et c'est ça qu'il faut apprendre. Autrement, on tombe dans les pièges, autrement on se fait berner et on se retrouve dans une situation où on est frappé sur son propre sol, comme nous l'avons été au moment du Bataclan. Alors, cette nature non euclidienne, c'est-à-dire cette stratégie indirecte que vous évoquez, il y a des cas quand même totalement spectaculaires. Vous en prenez plusieurs. Moi, j'en ai conservé, malheureusement, j'allais dire que 2, l'Arabie Saoudite, mais aussi l'Iran. Dans les 2 cas, c'est le moins qu'on puisse dire, il convient de ne pas avoir une vision trop manichéenne des choses. Ah ben non, évidemment. On se rend compte. Alors, l'Arabie Saoudite,
Article 1 de toute la stratégie indirecte. On ne peut pas frapper directement un ennemi tant qu'on n'a pas un commando logistique, un groupe précurseur qui fait les repérages, qui vérifie tout bien, qui accompagne ceux qui vont frapper, etc. Pourquoi n'a-t-on jamais trouvé les gens qui ont été l'élément précurseur, l'élément logistique, les accompagnateurs des terroristes du 11 septembre ? Voilà, 19 individus qui périssent dans les avions, là, lors des frappes avec les avions qui se précipitent sur les tours et à Washington sur le Pentagone, et rien d'autre. Où sont-ils passés ? Eh bien, on le sait maintenant. Des magistrats américains ont exigé la déclassification du secret. L'élément précurseur, il était dans l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Washington. Et l'Arabie Saoudite, qui dépend pour sa survie des États-Unis, en même temps, en vertu de cette logique qui veut que c'est pas euclidien, comme vous dites. Donc on peut être à la fois dans la forteresse et puis l'assiéger. Ils ont frappé, ou contribué à frapper, ou permis de frapper aux terroristes du 11 septembre. En Iran aussi, vous avez des terroristes islamistes sunnites qui haïssent les chiites, qui prétendent que les chiites sont des chrétiens déguisés en musulmans, que c'est des faux, que c'est des hérétiques, qu'il faut les exterminer. Ces gens-là se promènent librement dans les rues de Téhéran. Pourquoi ? Parce que les régimes ont transformé ces petits groupes terroristes en pitbulls. Il dit, regardez, j'ai la laisse, là, si jamais je défais la laisse, ils vont venir vous morder, donc foutez-nous la paix, laissez-nous tranquilles, ne nous attaquez pas vous-même parce qu'on a les moyens de se défendre. C'est ça la stratégie indirecte. Alors cette souplesse, cette flexibilité, comme vous le dites dans l'ouvrage, explique-t-elle l'échec de la politique des États-Unis au Moyen-Orient ? La Maison-Blanche n'a pas pu éviter l'échec est mat même. Oui, j'ai vu, j'étais dans la région quand l'armée américaine est partie d'Irak. Et ils sont partis battus, quoi. Ils sont partis battus. On avait fait une petite base de données dans laquelle on mettait tous les attentats qui ont eu lieu en Irak pendant que les Américains y étaient. Il y avait deux sortes d'attentats. Il y avait des attentats simples et des attentats sophistiqués. Les attentats simples, c'est vous avez une voiture de l'armée américaine qui passe le long d'une route et puis il y a une bombe dissimulée et boum, elle explose. Et puis les attentats sophistiqués et plus spectaculaires, c'est des embuscades avec des éléments, des commandos, etc. Le jour où, sur la carte de l'Irak, les lieux où ces attentats avaient lieu ont envahi des petites taches rouges au début autour de Bagdad. Après ça, le jour où ça a eu envahi tout le pays, le jour où le nombre d'opérations sophistiquées a outrepassé le nombre d'opérations simples, les États-Unis ont dû partir. Ils sont partis exactement au moment où ils étaient battus militairement. Ils ne pouvaient plus tenir sur le terrain. Et vous savez le plus beau, la manière dont ils sont battus, c'est exactement la même façon dont les Francs ont été chassés de la Terre Sainte pendant le royaume latin de Jérusalem. À un moment donné, ils ne tiennent plus le terrain, ils se réfugient dans des forteresses, le Krach des Chevaliers et autres, et après ça, une fois que vous avez fait mourir les forteresses de soif, ben vous êtes battus. Donc cette manière d'encercler les gens, de les isoler, elle a fonctionné 10 siècles après, au Moyen-Orient, en Irak, comme elle avait fonctionné en Terre Sainte lors du royaume latin de Jérusalem. Les Américains ont fait les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, ils se sont laissés enfermer, ils ne sortaient plus de l'endroit où ils étaient, et à la fin, ils ont été asphyxiés, ils ont dû partir. Il n'y a pas qu'au Moyen-Orient, vous le dites dans l'ouvrage, qu'ils ont procédé de la même façon, c'est-à-dire ce même échec, cette même incompréhension, cette vision toujours manichéenne du bon et du méchant dans des milieux où forcément les bons ne sont pas les méchants et les méchants ne sont pas forcément good guys, bad guys. Voilà, je vais vous dire quelque chose qui m'est arrivé à moi personnellement et qui en dit plus que tout un livre entier. Pendant la guerre civile au Liban, j'ai traîné pas mal dans ce pays et une fois, j'étais avec un chauffeur qui était un Arménien terroriste de Beyrouth, de l'Azala, au sud du Liban, pas loin de la frontière israélienne, en plein territoire chiite et en plein dans un des fiefs des milices chiites armées au sud du Liban. Et je me souviens, on approchait de la ville de Binjbeil. Binjbeil, c'est même pas 10 km de la frontière d'Israël. Alors, j'avais ma carte sur mes genoux, et puis je dis à mon chauffeur, qu'en rigolant, j'appelais Agop, comme le chef de l'Azala, le groupe terroriste, Agop. Il dit non, Agop. La ville où on arrive, là, c'est une ville Hamal ou une ville Hezbollah. C'est-à-dire les deux milices chiites, il y en avait une où ils n'avaient pas intérêt à traîner, parce qu'à l'époque, ils prenaient les Français en otage. Et mon chauffeur me regarde, comme s'il avait affaire à un simplet, il gare la voiture et à la manière du Proche-Orient, il me prend la main et il me dit « Habibi, mon chéri, mon cher, la ville où on approche là,
elle est Amal le jour et Hezbollah la nuit. Voilà, la stratégie indirecte, c'est ça. Amal le jour, les apparences, Hezbollah la nuit, la réalité. C'est là-dedans que les Américains pataugent et c'est ça qu'ils n'ont jamais su comprendre. Le 11 septembre 2001, George W. Bush dit « Aujourd'hui, notre nation voit le mal ». C'est cette déclaration. En fait, 20 ans plus tard, il ne voit toujours pas où est le mal. Il n'y a pas de piste. Quelle est la stratégie pour eux, la stratégie directe? C'est de s'entendre avec Téhéran, peut-être? C'est pas le cas. Il voit le mal. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est l'Amérique a des fondamentaux. Vous savez, c'est un pays qui a été fondé par des calvinistes, donc il y a cette vision manichéenne, le bien, le mal, etc. L'Église catholique est plus nuancée, il y a ce qui relève de César, ce qui relève de Dieu, et puis on s'arrange toujours, quoi. C'est plus cool, dirait-on, mais là on est dans une vision très rigide de ce que c'est que le bien et le mal. Alors il a fait un discours de pasteur ce jour-là, mais dans la réalité, où est le bien, où est le mal au Moyen-Orient? C'est les mêmes qui font tous les coups tordus les uns après les autres, mais tout le monde a joué. À un moment donné, même, vous savez, en ce moment-là, il est question de la Jordanie parce qu'il y a des problèmes dans la famille royale, mais à un moment donné, même la paisible Jordanie jouait à des petits jeux terroristes avec les frères musulmans. Donc vous voyez, tout le monde joue à ça, pas uniquement. Alors, là où la vie est injuste, le seul qui avait beaucoup de distance vis-à-vis du terrorisme du Moyen-Orient, alors c'était pas un saint, naturellement, il a tué beaucoup des Kurdes de son pays par des gaz de combat, chose que naturellement le monde entier prohibe maintenant, mais le seul qui jouait pas avec l'arme terroriste, avec les petits groupes scissionnistes, les Abou Truc et les Abou Machin, c'était Saddam Hussein. C'est lui qui avait mis Abou Nidal à la porte de Bagdad quand il était arrivé au pouvoir. Il a dit on joue pas à ça. Lui, il était pour faire la guerre à l'européenne, c'est-à-dire avec des chars d'assaut, c'est la guerre Irak-Iran, quoi, par exemple, mais il n'aimait pas le... Vous voyez que ça ne lui a pas porté chance à la fin. Alors, à qui profite le djihad? On est tenté de répondre à personne en Occident et à tout le monde au Moyen-Orient? Exactement, c'est-à-dire que tous ceux qui savent jouer à cette stratégie indirecte en profitent, et ils en profitent d'autant mieux que rares sont les dirigeants occidentaux qui comprennent ça. Vous vous rendez compte que quand M. Laurent Fabius dit en pleine guerre civile en Syrie, avec des gens en face aussi dangereux que les Alaouites, qui ont une habitude séculaire des coups tordus, c'est comme ça qu'ils ont survécu. Songez que pendant 8 siècles, les Alaouites syriens ont survécu à ce que Hitler a fait aux Juifs en Allemagne pendant 13 ans. Ils étaient exterminés chaque fois qu'on en trouvait. Ils ont survécu. Ce sont des gens qui, en vertu des lois du darwinisme, survival of the fittest, si on survit quand on est doué, voilà, sont des gens comme ça qui peuvent être très dangereux. Que dit-il? Il parle d'un groupe terroriste sunnite, Laurent Fabius, et il dit ces gens-là font du bon boulot en Syrie. Mais là, il a marché sur la queue d'une vipère, il ne se rend pas compte, le pauvre. Alors après ça, naturellement, faut pas s'étonner si les choses reviennent jusqu'à nous. Il ne faut jamais, j'ai un ami comme ça, dont une des devises est « il ne faut jamais se faire d'ennemis inutilement ». On a peut-être, en marchant sur la queue de serpents dangereux au Moyen-Orient, on sait peut-être faire des ennemis inutilement. Donc c'est à ces gens-là, effectivement, que le djihad profite. Et pour qu'il cesse de profiter à quiconque, il faut avoir compris ce jeu-là. Quand on l'a compris, naturellement, on le désamorce. Il suffit des fois de passer un coup de téléphone à un individu bien placé en disant « tu sais, je sais ce que tu es en train de préparer, là, arrête. » Voilà, on sait. Voilà, mais tant qu'on n'a pas compris, on ne peut pas savoir. Et des clés pour comprendre, c'est dans cet ouvrage « À qui profite le djihad ». Merci beaucoup. Je m'y suis efforcé. Merci Xavier Hofer, merci à vous. Au revoir.